Bonjour à tous. Cette vidéo représente l'histoire des idées sur l'éducation qui est réalisée par moi-même, Faiza Oufkir, et mes collègues Fatem Zahra Hamami et Wissal Jibou, et encadrée par M. Mohamed Daroui. Et voilà le plan qu'on va suivre. On va commencer par une introduction et ensuite on va détailler sur l'histoire de l'éducation et on va finir par une conclusion. Introduction. L'éducation est l'ensemble des actions et des influences exercées volontairement par un être humain sur un autre être humain, en principe un adulte sur un jeune. Et pour mieux comprendre de quoi s'agit l'histoire de l'éducation, voilà sa chronologie. L'éducation primitive de la préhistoire, l'éducation de l'Antiquité, l'éducation dans les courants judéo-chrétiens et gréco-romains, l'éducation au Moyen-Âge, la renaissance de l'éducation, le XVIIe et le XVIIIe siècle, le XIXe siècle et le début du XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle. Premièrement, l'éducation primitive de la préhistoire. C'est une éducation naturelle qui dure toute la vie. L'éducation en préhistoire commence en Égypte au temps de Pharaon. Dans cette période, les adultes sont les enseignants qui éduquent les autres comment vivre. Par exemple, apprendre la manipulation des outils, la chasse, la pêche pour survivre. Donc, on réclame que l'éducation en préhistoire était basée sur la pratique. Deuxièmement, l'éducation de l'Antiquité. C'est une éducation destinée à perpétuer des systèmes sociaux. Dans cette période, l'éducation était en 3 pays, Égypte ancienne, ancienne Inde et aussi ancienne Chine. Pour l'Égypte, l'éducation était en différents domaines, scientifiques et sociaux, et pour la Chine et Inde, était basée surtout sur le domaine social. Les méthodes d'éducation se diffèrent dans ces 3 pays. En Égypte, sauf que les élites vont à l'école et ils dépendent sur l'imitation et la mémorisation pour apprendre. Et parmi les méthodes utilisées par l'enseignant, c'est la punition corporelle. Aussi, pour Inde, il utilise la mémorisation par cœur et aucune éducation n'est prévue pour les filles. Pour la Chine, les étudiants utilisent la mémorisation et ils ont trouvé des difficultés pour suivre l'éducation. Surtout les enfants qui ont plus de 10 ans car ils ont une langue très complexe et difficile. Troisièmement, l'éducation dans les courants judéo-chrétiens et gréco-romains. C'est de l'éducation familiale à l'esclave pédagogue. Dans cette période, l'éducation était propagée en hébreu et à Sparte, en Athènes et en romain. Chez les Hébreux, l'éducation était basée sur la lecture et l'écriture, l'histoire du peuple de Dieu et aussi les maths, l'astro, puis les littératures. Ils ont avancé de degrés supérieurs de l'éducation. Et parmi ces méthodes, l'enseignement était basé sur la discipline et les activités parascolaires, par exemple les cérémonies et la musique. Chez Sparte, l'éducation était visée à former des soldats braves, s'entraînent à la chasse et à des exercices physiques et militaires. Et parmi ces méthodes d'éducation, les enfants de 5 et 6 ans entraînent par les femmes et dès 7 ans, ils entraînent par les esclaves pédagogues. Donc, ces 2 entraîneurs utilisent les coups et la souffrance pour éduquer. À Athènes, il y a une inégalité sociale entre les fils des artisans et les élites fils. Pour les fils des artisans, l'éducation était basée juste sur la lecture et l'écriture, le calcul, et les maîtres sont leur famille. Et pour les élites fils, l'éducation était complète. Chez les Romains, l'éducation était basée sur la lecture, l'écriture, la littérature en latin et en grec, et surtout l'entraînement militaire et le dévouement à la patrie. Donc, il dépend de la discipline et le respect de la force. Quatrièmement, l'éducation au Moyen-Âge. C'est une éducation au croisement des savoirs anciens et populaires et en proie à des forces opposées, celles du guérir et de la charité du chrétien. Dans cette période, l'éducation était classique. Elle se divise en 3 parties, primaire, collège et université. Pour l'école primaire, se base sur la lecture et l'écriture et calcule par le compte des jetons. Et cela pour toutes les classes de société. Pour le collège, se base sur l'apprentissage du latin, poésie, sciences, sans oublier l'éducation de chevalier. Pour l'université, se base sur grammaire, logique, musique, géométrique, astronomie. Les méthodes étaient très simples, cours et exercices par des questions.
Cinquièmement, la renaissance de l'éducation. C'est un apprentissage encyclopédique et humaniste. Dans cette période, ils ont créé des collèges jésuites et ils ont enseigné la philosophie et l'humanité, sciences de la nature, grammaire à partir des encyclopédies de l'Antiquité laissées au Moyen Âge, et ils ont aussi inventé une imprimerie qui a facilité l'enseignement. Sixièmement, le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est de la caricature du génie grec à l'humanisme scientifique. Dans ce siècle, les penseurs sont ajoutés la littérature française aux enseignements, comme Descartes et Comenius. Pour ce siècle, les méthodes de l'enseignement se diffèrent d'une école à l'autre. Pour les écoles élémentaires, les élèves sont répartis en groupes de niveau. Durant le catéchisme, on apprend par cœur par le système question-réponse. Pour les écoles de Port-Royal, les méthodes pédagogiques sont novatrices et la psychologie spécifique de l'enfant est reconnue. Le jeu est utilisé comme instrument d'apprentissage. Et pour les frères de la doctrine chrétienne, leur principe d'enseignement consiste à connaître bien leurs élèves, individualiser l'enseignement, offrir une éducation pratique pour la vie, faire participer les enfants à la vie de l'école et proposer une pédagogie différentielle. Septièmement, le 19e siècle et le début du 20e siècle. Les programmes scolaires sont étendus à la fin du 19e pour inclure les sciences physiques et naturelles, l'histoire et la géographie grâce à ces deux penseurs. Et pour les méthodes d'éducation, en France, l'enseignement suppose à la participation pédagogique directe des enfants en avance d'une leçon sur les autres. À l'étranger, de nombreux pédagogues vont avoir une influence déterminante sur le milieu éducatif. En Suisse, les pédagogues travaillent sur les processus cognitifs des enfants et élaborent le concept de pédagogie socio-constructiviste. Dernièrement, la deuxième partie du XXe siècle. En France, et en mai 1986, les enragés réclament l'indépendance de l'enseignement vis-à-vis des pouvoirs politiques, l'égalité des droits d'accès à la plus haute culture, la cogestion. Et en 24 juillet 1968, Edgar Faure présente le projet de loi d'orientation de l'enseignement supérieur. L'université doit répondre à la vie moderne, transmettre des connaissances exactes, être ouverte à tout, assurer à tout le meilleur choix de profession. Et après 1991, les langues vivantes deviennent obligatoires, la cogestion organise, des nouveaux contenus alliant rigueur scientifique et créativité sont mis en place. En États-Unis, la guerre froide maintient la priorité d'un enseignement technique et s'éloigne des conceptions socialisantes de Dewey. Des nouvelles techniques émergent comme le téléaudiovisuel, l'enseignement programmé selon les concepts de Skinner, l'enseignement assisté par l'ordinateur. En Japon, les manuels d'histoire nationaliste font leur retour en 1947. Il faut attendre 1993 pour que les manuels scolaires respectant davantage la vérité historique soient rétablis.